soutenir la chaîne, je vous invite à vous abonner, à liker et à partager. Vous pouvez aussi vous procurer mes livres dans la boutique Amazon. Vous trouverez le lien dans le descriptif de cette vidéo. Enfin, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Posez-les dans la section commentaires. La description classique des plaques tectoniques fait toujours l'impasse sur l'origine des fractures de la croûte terrestre, sa méthode, sa logique et sa période exacte. Car les géologues l'ignorent. La théorie la plus étudiée fait correspondre l'ensemble des plaques tectoniques à un modèle mathématique. Leur formation aurait une logique purement géométrique. Les plaques tectoniques se seraient séparées selon un modèle polyédrique, dit d'économie et d'auto-organisation. Ces modèles font intervenir des dodécaèdres, des icosaèdres, voire même des icosidodécaèdres pour comprendre selon quel motif logique et mathématique les plaques se seraient séparées. Elles apparaîtraient spontanément, suivant un modèle plus ou moins simple, dont l'emplacement et les zones de fracture sont laissés au hasard. Les géologues envisagent donc sérieusement des générations spontanées de plaques tectoniques créées par le plus grand des hasards, au travers de modèles mathématiques rivalisant de complexité. Une telle théorie n'est ni envisageable ni acceptable. En revanche, l'orogénèse gravitationnelle présentée dans la vidéo précédente offre une alternative. Sans l'interaction proximale des astres, la croûte terrestre serait une et unie. Lors du passage à faible distance de la Terre d'une autre planète, sa croûte, fine et fragile, se fracturera en un certain nombre de morceaux interagissant entre eux. Une logique mathématique existe-t-elle derrière la formation et l'agencement des plaques tectoniques? Prédire les désastres géologiques est-il possible? L'orogénèse gravitationnelle montre une absence de logique purement mathématique, sauf si chaque passage de planète et leurs conséquences sur la croûte terrestre pouvaient être calculés avec précision et mis en équation. Trop de détails rendent ces calculs insensés. Sans connaître le fonctionnement exact du système solaire et la composition interne de la Terre, prédire avec exactitude les tremblements de terre est impossible. La couche externe de la Terre, la lithosphère, composée de matériaux relativement rigides, est épaisse d'environ 120 à 130 km. La croûte terrestre correspond à sa partie superficielle et est fragmentée en plaques tectoniques différenciées en continentales et océaniques. Sa partie inférieure, le manteau lithosphérique, reposerait sur une couche nommée l'asténosphère. À la profondeur de 120 à 130 km, la croûte serait en grande partie solide, sauf au niveau d'une zone au sein de laquelle se produiraient des processus de fusion de la roche. Il s'agirait de la zone de faible vélocité, une couche permettant l'écoulement des roches, liquéfiées par une température d'environ 1280 degrés Celsius. Au-dessus, la température ne serait pas suffisante, en dessous, la pression serait trop importante. La zone de faible vélocité permettrait à la croûte terrestre d'effectuer des mouvements de faible amplitude, à l'origine des mouvements de convection en surface. Ce modèle présente deux défauts majeurs. En premier lieu, il y a une absence de viscosité sous les continents. La zone de faible vélocité y est absente, justement là où la dérive des continents nécessite un lubrifiant pour permettre leur déplacement. En revanche, la zone de faible vélocité se remarque sous les bassins océaniques et sous les aires continentales récemment actives d'un point de vue tectonique. En second lieu, l'asténosphère disparaît par endroits. Elle s'étendrait jusqu'à une profondeur de 200 km, tandis que la tomographie sismique montre que la lithosphère s'enfonce jusqu'à 600 km de profondeur au niveau du continent nord-américain. En un tel endroit, l'asténosphère disparaît complètement. La structure irrégulière de la lithosphère et l'absence de continuité de l'asténosphère font que l'hypothèse actuelle du déplacement des continents via leur glissement sur une couche liquide est irrecevable. Pourtant, les plaques tectoniques se déplacent.
et il s'agit là d'un fait indéniable, mesuré par satellite. Mais, même si ce mouvement existe, rien ne permet d'affirmer qu'il eut toujours lieu dans la même direction, selon la même amplitude, ou à la même vitesse. Les plaques se composant de roches disposant d'un magnétisme inhérent intrinsèque, les changements au sein du champ magnétique terrestre pourraient provoquer des accélérations ou des décélérations dans la course des plaques. Trois hypothèses peuvent être émises. Le mouvement des plaques pourrait s'inverser durant une inversion polaire. Dans ce cas, la tectonique des plaques ne serait valide que dans le cadre de courts laps de temps, invalidant ainsi la dérive continentale, sauf si un autre mécanisme entre en jeu, à savoir la gravité. La seconde hypothèse concerne la sténosphère. Si sa température est fonction du champ magnétique, alors juste après une inversion, un brusque accroissement du champ magnétique augmenterait sa fluidité, permettant une amplification des mouvements tectoniques. La dernière hypothèse concerne l'interaction entre le champ magnétique de la Terre et celui de la planète destructrice. Même si le magnétisme est une force infiniment plus faible comparativement à la gravité, il est possible qu'à forte distance, cette dernière ait moins d'impact que le magnétisme. Deux champs interagiraient l'un sur l'autre à une bien plus grande distance, et ceci impacterait la trajectoire et la rencontre entre les deux planètes. Il suffirait d'un rien pour qu'elles se manquent. Or, deux champs magnétiques s'affaiblissant petit à petit au fur et à mesure de l'approche permettrait la rencontre entre ces deux planètes à faible distance. Enfin, le recouvrement des champs magnétiques après l'inversion les repousserait sur leurs orbites respectives, évitant ainsi toute satellisation. De quelle manière agirait la croûte terrestre en cas d'approche d'une autre planète? Les deux premières conséquences, comme vu dans la vidéo précédente, sont 1. L'orogénèse gravitationnelle, ou formation des montagnes par l'attraction de cette planète. 2. La fracture de la croûte terrestre en grand nombre de morceaux interagissant les uns sur les autres, les plaques tectoniques, avec entre autres effets le basculement vertical de ces différentes plaques. Pour cela, il convient d'envisager la composition de la croûte terrestre sous la forme d'un millefeuille, avec de nombreuses couches séparées par du magma. Ces couches ne seraient ni forcément uniformes, ni continues et liées les unes aux autres. Elles varieraient en épaisseur selon leur position. D'autres données sur la zone de transition, située entre 410 et 660 km de profondeur, montrent la présence de nappes aqueuses et de réserves d'eau pressurisées, faisant de cet endroit une région hydrique contenant autant d'eau que les océans du globe. Ce feuilletage interne fournirait une explication viable au mécanisme de basculement rapide des plaques tectoniques. Un tel agencement, en plus d'une hyperfluidification de la croûte terrestre au cours d'une inversion polaire, rendrait possible une certaine souplesse lithosphérique, permettant des transferts rapides de fluides entre zones, autorisant le mouvement vertical des plaques. Les mouvements verticaux de plaques tectoniques sont-ils les seules conséquences d'une approche planétaire? Non. D'autres phénomènes s'activent durant ce type de catastrophe. En plus du basculement, les plaques tectoniques subissent des translations, des plissements, des ondulations, des rotations, des allongements, des brisures, des coulissements ou des compressions. Elles subissent aussi l'inertie liée au passage de cette planète et ses conséquences se font encore sentir à l'heure actuelle. La géologie de notre monde peut-elle se stabiliser et les tremblements de terre cesser? Il est à craindre que non là aussi, à moins de ne plus subir d'attraction de la part d'aucun astre. Or, le seul passage de la Lune suffit à entraîner ces mouvements de plaques, qui se répercutent dans le monde entier. Ces mouvements ne sont pas forcément immédiatement visibles ou ressentis, mais accentuent le stress sur les jonctions entre plaques, qui finissent, au bout d'un certain temps, par céder, d'un coup. Les géologues font abstraction des interactions planétaires, et sous-estiment ainsi l'ampleur que peuvent atteindre les séismes. Simplement parce que les astrophysiciens ne cessent d'affirmer que le système solaire est stable et que rien de ce genre ne saurait arriver. Les géologues n'avaient, jusqu'ici, aucune raison de mettre en doute la parole des astrophysiciens. Merci de votre attention. À bientôt pour une nouvelle vidéo.